Bonsoir et bienvenue au Salon du Livre de Chaumont. Le Salon du Livre de Chaumont a été inauguré il y a 18 ans et depuis ces 18 années, il a pris de l'ampleur, il a connu une grande notoriété, grâce à vous d'ailleurs. Cette année, le Salon du Livre de Chaumont aurait dû être annulé. Avec les services culturels de la ville, avec mes collègues élus, nous n'avons pas voulu annuler le Salon du Livre. Nous avons décidé de le maintenir bien sûr sous une forme différente. C'est donc un Salon du Livre exceptionnel que nous ouvrons aujourd'hui avec vous. Nous avons voulu le maintenir par respect pour les auteurs, par respect pour les libraires et surtout parce que nous voulons vous inciter à lire. Je voulais remercier les services de la ville, tout particulièrement le service culturel, les auteurs qui ont été présents à Chaumont et que vous allez rencontrer tous les samedis soirs à partir de 20h. Vous pourrez retrouver les auteurs sur la chaîne du Salon du Livre. Vous aurez rendez-vous aussi avec les libraires, avec les écoles de l'agglomération de Chaumont. Tous les samedis soirs, vous pourrez aussi participer à des jeux qui vous permettront de gagner des livres. Je vous souhaite nombreux sur la chaîne YouTube du Salon du Livre et surtout, lisez. Vous avez besoin de vous évader? Lisez. Vous avez besoin de faire signe à vos proches? Échangez avec eux des bons livres. Et vous aussi, n'hésitez pas à nous faire part de vos coups de cœur. Surtout, lisez et achetez vos livres dans les librairies de Chaumont. Je suis Adélaïde Fabre et je suis conseillère pour ce Salon du Livre de Chaumont, pour cette 18e édition qui est donc consacrée au lien entre sport et littérature. Bonjour, je m'appelle Cédric Duroux, je suis l'un des deux conseillers littéraires pour le Salon du Livre de Chaumont, qui fête cette année sa 18e année. C'est lire beaucoup. On est conseiller ou conseillère littéraire parce qu'on est passionné. On propose aux équipes de la médiathèque des Silos d'accueillir lors du Salon du Livre des écrivains qu'on a particulièrement appréciés. Donc là, cette année, on avait la thématique du sport. Donc on a, depuis l'année dernière, repéré quels étaient les ouvrages, les auteurs qui mettaient le sport ou la pratique physique, le rapport au corps au cœur de leur ouvrage. Aujourd'hui, on peut voir que la pratique sportive occupe une place extrêmement importante dans nos sociétés. Pour rappel, au temps de l'Antiquité, c'est également le cas. L'exercice physique avait un lien aussi très fort avec une pratique spirituelle et la vie des idées. Les rapports entre sport et littérature, ça peut être contre-intuitif si on y pense rapidement. Et dès qu'on commence à travailler, on se rend compte qu'il y a depuis pratiquement le début de la littérature, des liens très étroits entre sport et littérature. Et on s'est dit que la manière dont ces auteurs abordaient ces thématiques sportives, ces thématiques de l'effort, de rapport au corps, à la limite, irriguaient aussi le fil de la narration et leur propre pratique d'écrivain. C'est-à-dire comment rendre compte de la cadence sportive, du rythme de l'effort. C'est intéressant de voir comment ces questions sont abordées de points de vue très différents, que ce soit par un sociologue, un philosophe et aussi des romanciers ou des auteurs de BD. Ce qu'on aime bien faire avec Adélaïde Fabre, c'est de mettre en dialogue les spécialités. Donc on aime bien faire dialoguer des romanciers et romancières avec des auteurs de bande dessinée, avec des philosophes, des sociologues. Et puis on voulait aussi rendre compte d'une certaine réalité sociale, notamment, pour ne citer qu'un thème parmi tant d'autres, la réalité du football au féminin ou encore des pratiques du yoga et de la philosophie. La 18e édition a lieu dans un contexte sanitaire inédit. Les retrouvailles se feront de manière un peu différée, puisque nous ne pouvons pas accueillir de public en direct. Donc on aura des émissions qui passeront à chaque semaine à partir du 5 décembre, où chaque semaine on retrouvera une thématique différente abordée par un ou deux auteurs selon les thèmes, ce qui nous permettra un peu de suivre le fil de cette programmation qui aurait dû être ramassée dans un week-end et de l'élargir pendant 2 mois et de permettre à des auditeurs différents qui ne seraient peut-être pas venus sur le salon de découvrir des auteurs qu'ils ne connaissent pas et de les lire. Voilà.
tiens à saluer toutes les équipes de la médiathèque, de la ville qui ont relevé brillamment ce défi et qui permettent à cette édition de se réaliser d'une manière différente et inédite. Alors, où que vous soyez pour regarder cette émission, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à la regarder que nous avons pris du plaisir à la concevoir. Et je vous souhaite une très belle émission. Merci beaucoup Madame le maire de Chaumont, merci Adélaïde et Cédric, bonsoir à tous, bienvenue pour cette première émission du 18e Salon du Livre de Chaumont. Vous retrouverez chaque samedi à 20h jusqu'au 6 février 10 émissions consacrées à la musculature de la pensée, au dépassement de soi et à une approche historique et sociétale du sport. Vous pourrez également suivre les rencontres scolaires avec les auteurs illustrateurs jeunesse. Chaque émission fera la part belle à nos librairies chaumontaises, à nos auteurs et éditeurs locaux aussi, et à nos nombreux partenaires. Nous vous invitons donc tout d'abord pour cette première émission qui va suivre dans quelques secondes, intitulée « La pensée est-elle un art martial ?», en compagnie d'Hugo Boris et Coralie Camilli. Ensuite, nous suivrons l'autrice illustratrice Sarah Chevaux lors de sa rencontre avec les enfants accueillis au club 1000 jeunes de Chaumont. Allez, on va commencer cette rencontre justement avec vous, Hugo Boris, bienvenue. Merci de votre invitation. Merci d'avoir fait ce trajet de Paris jusqu'à Chaumont. Et avec vous, Coralie Camilli, bienvenue aussi. Merci de l'invitation. Alors, merci. Bien sûr, le sport est une des questions de ce 18e Salon du Livre à Chaumont, mais j'ai bien l'impression qu'avec vous, on va dépasser cette simple question du sport. On se posera même peut-être une question plus générale sur ce qu'est le sport et si le sujet ou les sujets qui vont nous concerner sont réellement du sport. Une rencontre en tout cas pendant laquelle on questionnera notre manière de voir le monde, de s'y confronter aussi. Et nous verrons qu'à partir de la pratique d'un art martial, puisque c'est de ça dont on va parler, que ce soit l'aïkido pour vous et la boxe thaï pour vous, Coralie, et le karaté pour vous, Hugo, découle peut-être une réflexion sur l'usage de nos corps. Parce que c'est peut-être ça qu'on aurait pu dire dès le départ. C'est qu'est-ce qu'on fait de nos corps, quel usage, et puis peut-être la pensée censée régir nos corps, ou inversement. Coralie Camilli, vous êtes maître de conférences en philosophie, vous pratiquez, je le disais, la boxe thaï et l'aïkido de façon très pointue, je crois. Hein. Vous avez comment on dit, quel grade ou quel... Deuxième dan d'aïkido, donc un grade au-dessus de la ceinture noire. Oui, ce qui est pas mal, ce qui va impressionner Hugo Boris. Vous publiez L'Art du combat aux éditions PUF, une réflexion sur la pratique de l'aïkido, son histoire, ses origines, ses liens avec la culture orientale. Ça nous permettra aussi de nous poser la question entre culture orientale et occidentale, ce qu'on en fait nous de cet aïkido. Je disais que nous on parle souvent de sport, mais je crois que c'est plus une façon de vivre au Japon. Et puis surtout, cette démonstration que l'aïkido implique une façon d'être au monde, et peut-être même une question de vie et de mort. Hugo Boris, vous êtes écrivain, j'allais dire réalisateur aussi, mais ça fait un peu plus longtemps. Vous avez réalisé quelques courts-métrages. Vous êtes ceinture noire de karaté. Oui, premier dan uniquement. C'est voilà. ça. Et je crois même que vous avez arrêté d'en faire depuis 2007. Depuis l'année de la ceinture noire, il n'y a plus de karaté dans votre vie. Quoique, on verra. Vous publiez Le courage des autres, un recueil de notes prises dans le métro et autres moyens de transport en commun, des notes et autres écrits collectés pendant 15 ans. Et ce livre-là est le recueil de ces notes parce qu'un jour, vous avez ouvert cette boîte dans laquelle se trouvaient vos notes et vous vous êtes posé la question, en tout cas vous avez questionné votre peur et votre courage. Parce que dans ces notes, ce qu'il en ressortait, c'est que finalement vous n'étiez pas quelqu'un de très courageux face à la violence du monde. Je peux le résumer comme ça ? Oui, c'est même une manière assez laudative de le présenter, parce que quand j'ouvre cette boîte, et on a envie de dire boîte de Pandore, parce que elle me happe
complètement. Je suis sidéré par toutes ces scènes que j'ai consignées pendant 15 ans, tout ce que j'ai vécu dans les transports en commun, des choses parfois incroyables, mais je suis surtout sidéré par ma lâcheté, disons-le. Enfin, bien souvent, je suis tétanisé face à l'irruption de la violence. Et le portrait qui se dessine de moi en creux dans ce millefeuille, c'est le portrait en effet d'un lâche, de quelqu'un qui n'ose pas aller au contact, qui n'ose pas intervenir, s'interposer, alors qu'au contraire, d'autres, dans cet herbier, ont osé lever la tête et intervenir. Intéressant le mot tétanisé, parce que quand je dis faire l'usage de son corps, c'est effectivement à un moment donné, certains sont actifs, acteurs aussi, et puis d'autres sont sidérés, tétanisés et incapables de faire quoi que ce soit. Et ce livre que vous écrivez, Hugo Boris, finalement, on a l'impression qu'on va de la sidération à l'action aussi, on verra ça plus tard. Mais ce livre s'ouvre sur le karaté. C'est vrai. Vous, pendant 2 pages, vous décrivez dès le départ du livre le jour où vous avez eu votre ceinture noire, vous connaissez très bien le karaté, mais pour finir par dire on m'a appris à me battre, mais je ne sais pas me battre. Oui, c'est le paradoxe. C'est que là où j'ai atteint mon meilleur niveau, ça faisait plusieurs mois que je m'entraînais de manière très intensive. Coralie doit savoir très bien de quoi je parle. J'impressionnais jusqu'à mes plus anciens adversaires sur le tatami. On progresse, ça s'accélère jusqu'au passage du précieux Dan. Et le lendemain de la ceinture, dans le RER, j'assiste à une scène de violence très intrusive, et je sens monter en moi la peur, et je suis paralysé, alors même que la veille, j'avais des mains qui étaient capables de se battre, enfin, et là j'avais des mains de beurre, molles, et donc j'ai compris à ce moment-là que le problème était ailleurs. Et le RER n'est pas un dojo. On n'est pas confronté dans les arts martiaux, dans la pratique des arts martiaux, à la réalité de ce que va être une escalade verbale, de ce que va être une prise d'ascendant psychologique. Donc je ne sais pas me battre, très clairement. J'ai fait ce qu'il fallait sur un tatami pour passer la ceinture noire, mais je ne sais pas me battre. Vous savez, même Mohamed Ali s'est fait casser la gueule dans une ruelle. Tu connais l'histoire. Il a retrouvé son agresseur et lui a proposé de se retrouver sur un ring, et là il a pris sa revanche. Alors, effectivement, le tatami, c'est pas forcément la vie, quoique. Là, c'est là où on fera des ponts entre tout ça. On reviendra sur ça. Mais tout de même, j'aimerais vous poser à tous les deux la question de pourquoi un art martial, pourquoi l'aïkido un jour dans votre vie, puis la boxe thaï, Coralie, et pourquoi le karaté, Hugo. Peut-être d'abord vous, Coralie, parce que vous êtes même allée plus loin. Pour apprendre l'aïkido, vous êtes allée au Japon. Oui, absolument. J'ai commencé les arts martiaux par l'aïkido, à la suite de la rédaction de ma thèse de doctorat, parce que l'intellect avait trop travaillé et le corps pas assez. Je cherchais un art martial pour la beauté du geste. Je cherchais un art martial qui ne faisait pas de distinction entre gabarits, parce que moi, étant un petit gabarit, j'étais très curieuse de pouvoir me confronter à d'autres beaucoup plus grands. Et je cherchais également un art martial qui permettait de pratiquer entre débutants et plus avancés, plus gradés. L'aïkido rejoignait ces 3 critères, donc je m'y suis mise à 1000%, parce que j'ai tendance à être un petit peu jusqu'au boutiste. Et puis j'ai passé la ceinture noire, puis le 2e dan au Japon, où j'ai résidé toute seule 6 mois. Et puis je me suis mise à la boxe thaïlandaise. Voilà. Pour quelle raison ? Moi, je la connais, la raison, mais dites-nous. L'aïkido est
non pas un sport, mais un art martial. Il est non compétitif. On n'a pas de compétition. On passe des grades, on passe des dan, on s'entraîne, on répète. On a une ceinture noire, une ceinture blanche, etc. Il y a évidemment une progression, mais il n'y a pas de combat. Donc on a affaire à des partenaires et non forcément des adversaires. Et moi personnellement, ce côté-là me manquait, le côté confrontation. Qu'est-ce qu'il en est réellement d'un coup qu'on prend, d'un coup qu'on donne, et du moment où on n'a plus à faire un partenaire, mais à un adversaire, et où il y a un gagnant et un perdant, bon, concernant les rings de boxe de Muay Thai. Vous êtes allé au Japon, lieu de la naissance de l'aïkido, parce que vous vouliez être effectivement au cœur même de cet art-là, et parce que vous vouliez être aussi anonyme. C'est ça aussi les deux raisons pour lesquelles vous étiez là-bas pour apprendre l'aïkido? Oui, absolument. Je n'y ai pas été pour passer un grade, bien que j'ai obtenu le deuxième dan là-bas au Japon. J'y ai été pour deux raisons. D'abord pour suivre 3 écoles différentes. Une école d'armes, de katana, de sabre japonais, les cours d'aïkido que j'ai suivis donc pour passer le grade, et puis l'école de boxe thaïlandaise. C'était premièrement une expérience d'immersion totale dans un monde assez étranger, et une recherche d'anonymat aussi, parce que quand on arrive seul dans un pays qu'on ne connaît pas, où on ne parle pas forcément la langue, on se retrouve seul, confronté à soi-même, et on n'est plus prof de philo, ou femme, ou Coralie Camilli, ou premier dan, ou on n'est plus personne. Et ça, je voulais en faire l'expérience. Hugo Boris, pourquoi le karaté à un moment de votre vie? Alors moi j'étais adolescent, je venais d'échapper de peu à une agression dans une rue la nuit à Palaiseau en Essonne, où j'ai vécu mon adolescence, et j'ai décidé à ce moment-là avec un ami de m'inscrire pour prendre des cours de karaté. J'en ai fait une dizaine d'années jusqu'à la ceinture noire, et le fait est que je n'ai plus jamais été agressé. J'ai eu de la chance, probablement. J'ai été prudent aussi, et peut-être aussi que malgré tout, le fait de faire de pratiquer un art martial ou un sport de combat fait que vous envoyez des signaux de confiance en vous qui sont des micro-signaux inconscients, mais dans la manière de marcher, je crois qu'on ne vient pas vous chercher peut-être en premier lieu. Les gens qui savent se battre, je ne sais pas si vous avez remarqué, ne se battent jamais, hein, en général. Exact. Alors, on est au fond même de cette discussion, parce que ce que vous dites finalement, c'est qu'à partir du moment où vous avez fait du karaté, vous ne vous êtes plus jamais fait attaquer. Je pense à un de vos professeurs dans votre livre qui vous dit: ceux qui se font attaquer sont les plus faibles, généralement. Ça veut dire que pratiquer un art martial suggère qu'à partir de ce moment-là, il y a quelque chose en nous qui change et qui nous rend peut-être moins faibles, si je peux le dire de cette manière-là. Coralie? Alors, moi, concernant le petit essai, l'art du combat dont il s'agit aujourd'hui, c'est un essai de philosophie qui prend pour prétexte l'aïkido, mais avec des outils conceptuels, vraiment pour opérer des distinctions conceptuelles. Et une des distinctions qui me semble importante à faire, et importante pour les deux disciplines, et pour les combattants et pour les penseurs, c'est la différence entre la force et la puissance. La force, elle est physique, musculaire, proportionnelle au gabarit. La puissance, c'est ce que tu évoquais, c'est ce qui rayonne quand on maîtrise quelque chose. Et moi, personnellement, pour résumer la thèse du livre, je dirais qu'on est capable de faire usage de la puissance lorsqu'on est capable d'abandonner la force. Donc plus de combat et plus d'adversaires dans ce cas-là. On n'a plus besoin de qui que ce soit si on fait ça.
Une des grandes paroles du fondateur de l'aïkido, c'est retenez-vous de dégainer votre sabre inconsidérément. Et puis, une des définitions les plus communes et les plus acceptées du grade de 8e dan en aïkido, qui est le plus haut qu'on puisse avoir, c'est il ne se bat pas. Et oui, bien sûr, le combat réussi, c'est celui qu'on ne mène pas. Oui, c'est évident. Est-ce qu'on peut, alors j'avais pas prévu comme ça, mais est-ce qu'on peut peut-être vous entendre tout de suite, Coralie, sur un extrait du livre qui peut peut-être montrer justement ce que vous dites? Oui, d'accord, bien sûr. Petit intermède de lecture, donc. Le geste se tient dans l'instant pur. Il ne mobilise la conscience ni par l'anticipation, ni par l'attention, ni par le souvenir. Il n'est pas décomposable en phase. Il est éclatement, non mesure. Il ne sépare plus l'esprit du corps, ni la conscience de la matière. Il n'est pas anticipable, il n'est pas reproductible. Il est maîtrise, puissance retenue dans son expression, expression retenue dans sa puissance. Il est grâce et violence prises ensemble. Risque de mort et pardon immédiat. Aperçu de la création du monde résumé en un instant. Il est à la fois atome et univers tout entier, pur accès au réel dans ce qu'il a de plus immédiat. Il n'est pas mélodie, il est son pur. Merci. Cette fameuse puissance, donc, effectivement, vous disiez finalement la différence entre la force et la puissance. Absolument. La puissance, pas forcément besoin d'adversaire. Qu'est-ce que ça dit de notre rapport justement au monde? Parce que c'est ça, la vraie réflexion aussi de votre livre. Qu'est-ce que ça dit? Si on déplace la question de l'aïkido à notre vie par ailleurs, dans d'autres lieux, hors du dojo et autres, qu'est-ce que ça dit? De notre rapport au corps, je pense que une des choses dont on s'aperçoit très vite, je ne sais pas si Hugo Boris pourrait dire la même chose, mais quand on commence quelque chose, l'expérience d'une discipline ou l'apprentissage de la musique, de la peinture, de l'art, de la danse, de la philosophie, du karaté, de l'aïkido, la conscience est très présente. On a une tendance à vouloir tout contrôler, à vouloir poser le pied là où il faut, mettre la main où il faut, toucher la note la plus juste, faire le trait de dessin le plus parfait. La conscience est très présente. Et au fur et à mesure des répétitions du corps, soit dans les entraînements d'arts martiaux, soit dans la répétition d'autres choses, la conscience se détache. Et c'est là la deuxième distinction que je tiens à faire, c'est la distinction entre le mouvement, qui est très contrôlé, et le geste, où la conscience se retire un peu et qui advient. Ça veut dire qu'à un moment donné où l'esprit ne contrôle plus le corps, à force de répétition et de connaissance de son geste, c'est là où on gagne en liberté totale? Je dirais, si je devais donner une définition de la liberté, ce serait avoir la possibilité de faire non-usage de la puissance. Donc c'est choisir une forme de non-agir, et certains diraient choisir sa soumission à un idéal, à un maître, à une maîtrise, à une non-action, à une retenue. Ou à la mort, on verra ça, on en parlera de Mishima justement. Vous citez l'écrivain qui est allé jusqu'au suicide, oui. Et qui ou est vu comme une forme de liberté ou comme une forme de soumission. C'était sa grande question d'ailleurs. On parle d'écriture, Hugo Boris, justement, les notes que vous prenez justement dans ce métro, dans ce lieu, qui d'ailleurs est intéressant, on reviendra là-dessus parce que Coralie, vous disiez l'aïkido au Japon et l'aïkido aussi, parce que ça me permettait de ne plus être cette femme petite, 1m53, et pouvoir me confronter à tout le monde. L'aïkido est aussi une façon d'une mixité sociale. Le métro aussi,
les transports en commun aussi, ça vous le dites dès le départ, vous êtes un enfant de 79 avec cette malchance ou cette chance de ne pas avoir connu le service militaire qui était le lieu de mixité sociale aussi totale, et vous le retrouvez dans le métro. Oui, je dis que le métro a été mon service militaire d'une certaine façon. Ouais. Et vous vous êtes retrouvé à prendre des notes, à être dans un lieu aussi comme celui-ci de mixité sociale, donc on pourrait peut-être dire aussi un lieu neutre, où vous prenez des notes sur ce qui se passe. Alors est-ce que c'est une forme de liberté ? On peut aussi comparer. Est-ce que c'est une liberté de prendre des notes sans agir ? Est-ce que c'est une impuissance, une puissance ? Comment vous le voyez ? Moi, malheureusement, dans mon cas, c'est une impuissance. C'est une mise à distance, c'est une protection. Je n'ai jamais atteint le confort du choix consistant à ne pas agir. J'ai toujours subi le fait que j'étais dépassé par la situation. Pas toujours, mais bien souvent, c'est comme ça que ça s'est déroulé. Et le fait de croquer sur le vif les scènes auxquelles j'assistais était une manière de garder à distance. L'écriture est une mise à distance. Oui, absolument. Voilà. Et il y a des hommes et des femmes qui osent aller au contact. Mais vous savez, dans les transports en commun, la norme, c'est quand même de ne pas intervenir. C'est plutôt l'exception quand les gens interviennent. La norme, c'est de ne pas être courageux, finalement. Oui. Parce qu'il y a des questions de courage. C'est bien sûr, bien sûr. Parce que, quand on entend parfois des témoignages de gens qui disent « je me suis fait agresser ou insulter », il y avait des gens autour de moi et personne n'est intervenu. C'est terrible d'entendre ça. Et pourtant, c'est la norme. Alors, pourquoi c'est la norme ? Alors, Coralie et moi, on cite l'un et l'autre, on doit être les seuls dans le paysage littéraire, un magazine qui s'appelle Dragon Magazine, oui, alors on devrait sur les arts martiaux. Vous dites même qu'on devrait tous lire beaucoup plus Dragon Magazine. Absolument, oui, je confirme. Et je cite un chercheur longuement interviewé dans Dragon Magazine, Christophe Jacquemart, brillant, voilà, chercheur en neurosciences et qui pratique lui-même les arts martiaux et qui explique très bien le fait que face à c'est un atavisme, face à un agresseur plus lourd et plus rapide, l'un des réflexes de survie, c'est l'immobilité tonique. Le fait de ne pas... dans le monde animal, on le voit souvent, une proie s'immobiliser pour ne pas attirer l'attention du prédateur. Alors évidemment, on ne va pas se satisfaire d'une telle explication. Il y a, on le sait, un effet assez curieux, assez troublant, qui est l'effet du témoin. L'effet du témoin, il a été documenté à partir d'un meurtre terrible dans le Queens en 1963 de Kitty Genovese. C'est une serveuse, je crois, qui rentre chez elle le soir et qui se fait agresser et assassiner en bas de son immeuble. Et il y aurait eu 38 témoins. Et le New York Times, le lendemain, titre « 38 témoins ». En vérité, on pense qu'il y en a eu plutôt une demi-douzaine, mais n'empêche que c'est beaucoup trop. C'est-à-dire une dizaine de personnes qui n'intervient pas, qui n'a pas prévenu la police. Et ça a beaucoup interrogé. Et l'effet du témoin, c'est le fait que la présence, le comportement d'aide est inhibé par la présence d'autres personnes. Ça veut dire que si vous avez plus de chances d'être secouru s'il y a un seul témoin que s'il y en a plusieurs. C'est terrible, mais alors ça a été du coup, il y a eu des recherches qui ont été menées sur ce phénomène, et il y a trois aspects au problème. Il y a un premier aspect qui explique donc la passivité dans les transports en commun ou face à une agression. Le premier phénomène, c'est d'abord pourquoi moi j'interviendrais et pas les autres. Pourquoi moi, s'il y a du monde autour? Le deuxième, c'est
la peur de mal faire. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais bien faire? Et le troisième aspect du problème, c'est qu'est-ce que font les autres en ce moment autour de moi? Et évidemment que la prophétie est autoréalisante. Si personne ne réagit et tout le monde regarde l'autre ne réagissant pas, personne n'agit. À l'inverse, parfois il suffit d'une seule personne qui prend la parole pour que les autres s'engouffrent dans la brèche. Et d'ailleurs, cette personne, là, le courage n'a rien à voir avec l'âge, avec le sexe, avec la corpulence, avec voilà. Enfin, la norme, c'est de ne pas intervenir. Oui, c'est ça. Puis il y a une histoire de mimétisme aussi que vous l'expliquez très très bien dans votre livre, où il y a une scène où un homme va traiter une autre personne de PD avec une espèce de violence. Moi, je veux bien justement. Et il va y avoir un espèce de mimétisme où tout le monde va répéter la même phrase. Sauf vous. Juste un mot, effectivement, pour confirmer ce que tu viens de dire. On apprend aux femmes, effectivement, qui sont sujettes aux agressions, que dans le cas d'une agression, on a plus de chances d'interpeller quelqu'un en disant « excusez-moi, monsieur », même si on est au milieu d'une foule, plutôt que de crier au secours en général. Donc, et c'est un drôle phénomène. Donc, ouais. tu appelles ça le phénomène du l'effet du témoin, mais c'est aussi il y a la notion d'interpellation aussi qui entre en jeu. Petit extrait donc du coup du courage des autres qui est paru aux éditions Grasset. Champs-Élysées, Clémenceau. Un homme confit d'alcool pénètre dans la rame en crachant sa haine à la face des passagers. Arabe, pédé. Il doit avoir un compte à régler avec les homosexuels car il traite à nouveau de pédé un petit vieux assis sur un strapontin et commence à se déboutonner à hauteur de son visage pour lui montrer sa bite. « Vous n'avez pas honte ?» demande une femme. Plusieurs passagers se rebiffent, encouragés par la prise de parole de cette dame, conservant sans s'en rendre compte le vouvoiement qu'elle a initié. « Sortez !» Mais il a envie de se battre, se tourne vers l'un des protestataires au hasard. « Je suis un mec de la rue, moi. Viens, descends !» Plus loin, dans un autre carré, un homme se lève, pas bien grand, la voix frémissante d'indignation. « Qu'est-ce que vous avez contre les homosexuels ? Je suis homosexuel. » Sa bravoure provoque une seconde d'effarement dans le wagon. Un autre passager se lève, un peu plus loin. « Moi aussi. » Une fièvre d'héroïsme court dans le compartiment. Plusieurs personnes publient leur homosexualité à leur tour. « Moi aussi. Moi aussi. » Ils acclament haut et fort, grandiose, et leur nombre fait reculer le triste cire qui ne dit plus un mot. La fébrilité me gagne, et j'ajoute à mi-voix, pour participer, « Moi aussi. » J'ai menti, je ne l'ai pas prononcé, je n'ai pas eu le cran de dire « moi aussi », je ne l'ai même pas murmuré. Pourquoi ? Pourquoi j'y vais pas ? Parce que je ne suis pas homosexuel ? Voilà, c'est ça. Quand ils sont venus chercher les homosexuels, je n'ai rien dit, je n'étais pas homosexuel. Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociodémocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. Martin Niemöller. Ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est justement cette citation à la fin, où finalement vous inscrivez ce qui se passe là, la réaction des uns et des autres, d'agir ou de ne pas agir, de dire ou de ne pas dire, d'être témoin ou au contraire acteur, vous l'inscrivez dans l'histoire. Et vous le faites très souvent dans votre livre, dans l'histoire avec un grand H, ou dans l'histoire familiale aussi, finalement pour faire quoi ? Pour chercher des explications aux réactions des gens. On se fait tous poser la question à un moment donné, qu'est-ce qu'on ferait dans telle situation, en temps de guerre par exemple. Vous faites quoi ? Vous vous inscrivez, vous réfléchissez sur la peur, sur votre propre peur, en essayant de trouver des excuses ou autre chose. Hugo Boris. Alors, j'évacue dès le début du livre la question familiale. Il y a un roman familial. Il y a eu un contexte. Il y a une gifle à 5 ans, une gifle à l'âge de 5 ans. Oui, ça arrive à beaucoup de gens, mais c'est plutôt oui, il y a eu
climat de violence intrafamiliale, mais qui, ça m'arrangerait en même temps de pouvoir me dire je suis passif, je n'ose pas y aller parce qu'il s'est passé ceci ou cela dans mon enfance, ma mère m'a fait ceci, mon père m'a fait cela. Je vois bien aussi que ce serait évacuer la question de ma propre responsabilité, et je ne le souhaite pas, et c'est aussi un livre sur ce questionnement-là. Pourquoi j'y vais pas? Et bon, il y a une contagion du courage quand même. En tout cas, c'est le pari que je fais dans le livre. C'est que ces hommes et ces femmes qui osent justement prendre la parole, intervenir, s'interposer, eh bien, elles ne demandent de compte à personne, et elles sont extrêmement inspirantes. Je crois beaucoup à ça en matière de pédagogie, la pédagogie par l'exemple. Voilà. Est-ce qu'on pourrait comparer ce côté inspirant, finalement, de faire la même chose que les autres dans l'art de pratiquer l'aïkido, par exemple, parce qu'on est deux et qu'on utilise aussi le geste de l'autre pour faire son propre geste? Est-ce que finalement, on peut transposer ça dans l'aïkido, ou inversement, ce qu'on fait dans l'aïkido, c'est exactement ce phénomène-là? Coralie. C'est une question intéressante, parce que ce qui se passe en aïkido, pourquoi c'est un art non compétitif? Parce que ça se passe par plusieurs phases. On a une attaque, une réaction à l'attaque, et un des deux partenaires finit par l'application d'un kata, qui est soit une immobilisation d'un point clé, qu'on retrouve dans d'autres arts martiaux, qu'on retrouve aussi en acupuncture, qu'on retrouve dans plein de cas, soit par une projection. Donc immobilisation ou projection. Mais dans les deux cas, on laisse une seconde chance au partenaire de revenir nous attaquer, de se relever de sa chute. En japonais, on appelle ça wokemi, ou keru, et qui d'ailleurs ne signifie pas chuter, ça signifie recevoir. On reçoit une action. Et recevoir n'est pas subir. Et donc, on laisse le partenaire revenir pour qu'il réattaque. Et je ne pense pas que ce soit de l'altruisme ou de l'héroïsme ou quelque chose pour préserver absolument l'autre. Je pense que c'est l'occasion de se donner à soi-même la chance de perfectionner son geste une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Donc là, je ne parlerai pas de courage ou d'altruisme. Peut-être qu'on diffère un petit peu sur ce point-là. Ah oui, non, mais de toute façon, il y a quand même loin du dojo à la rue, malheureusement. Dans la vraie vie, on n'aura pas l'occasion de refaire le geste plusieurs fois. Je reviens sur la place que vous avez. La notion de place est importante aussi. C'est quelle est sa place dans la vie, sur le dojo, face à son adversaire, sa place aussi dans ses transports en commun. Finalement, l'acte d'écrire. Parce que vous dites finalement, je ne fais rien, je suis sidérée, j'observe, je n'ose pas bouger, je ne fais rien, je ne réagis pas. Mais est-ce qu'écrire n'est pas une façon d'agir? Quelle est la place de l'écrivain dans tout ça? Parce que vous écrivez, vous prenez des notes. Hugo, et puis après Coralie. J'ai, dans le fait d'écrire, eu le sentiment de rendre ce qui m'avait été donné. Cet héroïsme des gens avec qui je voyageais, des anonymes, eh bien, eux, ils ont mis leur corps dans la balance, et quelque part, en me mettant à nu aussi, parce que je ne me montre pas du tout sous une lumière favorable dans le livre, j'épouse leurs gestes aussi. Je n'ai pas envie d'emprunter ici le masque du lyrisme pour faire du beau avec du lait, des mots qui seraient des insultes à la vérité ce soir-là.
Je suis une merde, une lavette, un faible, un infirme. Je suis malade de la peur. Je suis devenue la proie de ce mot. Vous tournez autour de ça, effectivement, ce que c'est la peur, le fait que vous devenez la proie à vous traiter, effectivement, de tous les maux, d'un infirme. Un infirme, c'est quelqu'un à qui il manque quelque chose. C'est le chapitre charnière, c'était celui qui était le plus difficile à écrire, à la Croix de Berny, justement, où je descends un soir dans une station déserte de RER, parce que j'anticipe une agression qui n'aura pas lieu, et je me retire, je préfère me retirer de peur que cette agression ait lieu. Et ça a été libérateur d'écrire ce chapitre-là. En fait, tous les deux actes d'écrire, alors justement, le rôle de l'écriture. Oui, alors moi, le point commun avec Hugo, c'est que j'ai commencé par prendre des notes. À la fin de chaque cours d'aïkido, c'était d'abord des notes, des prises de notes absolument techniques sur le geste de la main, sur relâcher les épaules, sur tel kata à prendre, etc. Ikkyo, Nikkyo, Sankyo. Et puis, ce sont devenus, de par ma formation académique et universitaire, des notes beaucoup plus philosophiques, parce que je réfléchissais sur ce que le corps était capable de faire. Ses limites et puis aussi le dépassement de ses frontières. Et l'acte d'écriture, je ne sais pas si chez toi on pourrait le qualifier de réappropriation de peut-être quelque chose qui t'a échappé. Moi non, c'était plus mettre des mots sur ce que le corps fait. C'était joindre l'esprit à la matière. Et là où, par contre, on se rejoint, c'est que mon prochain ouvrage, qui s'appelle Jour de grâce et de violence, prend également une forme littéraire, où je raconte des anecdotes, des moments de vie, des personnages que j'ai vus, que j'ai rencontrés, avec qui j'ai parlé au Japon. Donc c'est un petit roman autobiographique, et je pense que l'écriture, dans tous les cas, que ce soit la tienne ou la mienne, qu'elle soit littéraire ou d'abord philosophique ou poétique ou autre chose, je pense que c'est d'abord un retour à soi et à ce que le corps a vécu. Soit parce qu'il a été capable de mettre en œuvre quelque chose dont il se sentait incapable, soit parce qu'il a été retenu par une sidération qu'il n'avait pas anticipée. J'aime bien le terme de réappropriation. Merci. Ça m'éclaire. Est-ce que l'écriture finalement ne réunit pas ces questions-là, le corps et la pensée? Vous l'avez dit, le corps et l'esprit. Finalement, c'est réunir tout ça, c'est mettre des mots. Et puis écrire, c'est quand même un geste. C'est aussi, c'est de l'action, et écrire aussi. Est-ce que ça réunit les deux? C'est vrai que c'est un geste et pas un mouvement. Exact. Merci pour la bonne compréhension. Pour la nuance. Finalement, l'écriture réunit tout ça. Vous citez beaucoup, tous les deux, d'autres auteurs, d'autres penseurs aussi. Vous citez notamment Spinoza dans la question de ce que peut le corps. Et sa réflexion à Spinoza, si j'ai bien tout compris, c'est qu'effectivement, on pense que c'est l'esprit qui guide le corps. Or, lui dit non, c'est peut-être pas si simple que ça. Et c'est ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure. Finalement, ce qui guide à un moment donné le corps et le geste parfait, c'est la répétition. C'est finalement ça, et c'est quand on se débarrasse complètement de l'esprit. Et vous citez Camus. Oui. Alors ça m'intéresse beaucoup. Camus, dans l'histoire de l'homme empêché. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Camus a une très jolie phrase. Un homme, c'est celui qui s'empêche. On peut l'appliquer à beaucoup de choses. On peut l'appliquer à Hugo Boris dans le métro. On peut. J'ai trouvé ça intéressant pour le terme de retenue. Celui qui est, c'est pas forcément celui qui agit. On vit dans une société où l'action, le faire, l'agir, la praxis, tout est confondu. Et il faut faire et faire et faire et faire et faire et faire en permanence. Et peut-être que le non-faire ou le non-agir et plus de l'ordre de la maîtrise. Un des passages qui m'a touchée particulièrement dans ton livre, Hugo, si tu permets, c'est le passage où une rame de métro est bondée
Il fait très chaud, tout le monde a très chaud, une dame s'assoit, une autre est debout, deux vieilles dames. Et puis l'une n'arrête pas de s'éventer, de se plaindre, et puis l'autre sourit, étant debout très stoïquement. Et puis elle finit par dégrafer son chemisier jusqu'au poignet, où il y a le tatouage qui marque son passage dans les camps dans les trains qui emmenaient au camp de concentration. Et elle dit, bon, évidemment, je te cite de mémoire, hein, pas très justement, mais elle dit je n'ai plus chaud, je n'ai plus besoin de m'asseoir, je n'ai plus, voilà. Et il y a eu une silence dans la rame. Et là, ce qui m'a intéressée, c'est le geste, premièrement, qu'elle a eu de montrer quelque chose, et puis le silence et le sourire qui a précédé, qui a suivi, parce que là, le courage et l'honneur, ça passe par le silence, quoi, pas par la prise de parole. Alors cette femme, effectivement, elle porte un tatouage sur son bras, un numéro, et bien évidemment, on voit bien de quoi ça parle. Coralie, ça vous obsède parce que vous avez travaillé sur la question juive et que quand vous dites ce qui m'intéresse, c'est que effectivement on nous dit de faire tout le temps. Et ça, c'est la création du monde, parce que vous en parlez encore dans ce livre quand vous parlez d'aïkido sur les 6 jours de création du monde, et le 7e jour, on ne fait rien. Exact. Et vous en reparlez. Et vous reparlez encore aussi de cette question de la création du monde, de la religion et de la question juive. Oui, merci de le souligner. Ma formation universitaire était double, hein. J'ai suivi un cursus en philosophie et également en langue et culture hébraïque. Et je suis juive moi-même. Et effectivement, Dieu fait... en hébreu, on dit la'asot. Il fait, il exerce sa puissance de création durant les 6 premiers jours. Et d'ailleurs, il ne crée pas l'homme en premier. Hein, le moustique est créé bien avant. Je veux dire, faut quand même se remettre à sa place. Mais le 7e jour, il ne fait pas. Il n'y a aucun acte de création. Et le repos dont il est question le jour du Shabbat, pour ce qui est des juifs pratiquants, se passe par l'interdiction de pratiquer 39 travaux interdits. Donc c'est très réglementé ensuite dans la religion. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'acte de création se finit par un non-faire. Hugo Boris, cette scène est importante, effectivement, Coralie, quand elle dit cette femme qui effectivement montre son bras, et ça dit tout, pas de mots à ce moment-là, un geste, et ça change tout. Votre livre est dans une progression, hein, le rapport à sa propre peur, à sa propre lâcheté, puis l'observation des autres et leur comportement, ça modèle, ça nous modèle, ça nous construit aussi, et puis la fin du livre est une véritable libération. Est-ce que je peux le dire comme ça, finalement? Est-ce que ce livre n'est pas là pour montrer aussi l'évolution d'un homme face à sa propre peur, et c'est un apprentissage, ce livre, finalement, un apprentissage de sa peur, de sa réaction et de sa liberté, quand on se met à courir comme un enfant et qui a trouvé à un moment donné les réponses à toutes ces questions. Oui, la ressource d'aller... Oui, défendre une jeune femme qui se fait agresser. Et cette mise en mouvement est libératrice, clairement pour moi à ce moment-là. C'est une construction, je suis malheureusement obligé de le révéler, c'est une construction littéraire. C'est pour ça que j'appelle ça un herbier. Et je triche avec la chronologie, je triche avec ce que je tais et ce que je décide de garder, parce qu'évidemment dans mon herbier il y a beaucoup de choses que je ne donne pas à voir, et il y a aussi dans l'acte de raconter quelque chose, des faits réels qui vous sont arrivés. Immédiatement, vous entrez malgré vous dans un processus fictionnel, parce que d'un seul coup, même à l'échelle d'un paragraphe, d'une page, il y a un début, un milieu, une fin, un enjeu. Et dans la vie, il n'y a pas de début et de fin. Tout s'entremêle constamment.
Donc il y a cet espoir-là, peut-être oui, que j'aimerais devenir plus courageux. La réalité est tout autre, je le sais. Je suis loin d'être libéré, loin d'être libre. Et je crois qu'en fait cohabitent le courage et la lâcheté chez chacun d'entre nous. Je crois vraiment que j'ai pu avoir des comportements lâches, ça ne fait pas de moi un lâche. J'ai pu avoir des comportements courageux, ça ne fait pas de moi quelqu'un de courageux. Jules Renard disait, on n'a pas du courage, mais des courages. Oui, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi personnellement, philosophiquement, je n'aime pas penser par opposition, courage, lâcheté, bien, mal, bon, mauvais, etc., mais plutôt en termes de degrés sur une même échelle. Et peut-être qu'il y a une seule et même échelle qui va de la lâcheté jusqu'au courage le plus pur, du débutant jusqu'au plus haut gradé, de ce qui paraît mauvais jusqu'à ce qui devient absolument bon. Je pense plutôt en termes de degrés plutôt que d'opposition. Moi, je voudrais qu'on finisse avec le temps, parce que l'art martial qu'est l'aïkido nous permet aussi d'appréhender le temps. Alors on a parlé d'espace, trouver sa place, parce que c'est sa place dans l'espace, c'est mieux comprendre l'espace dans le sens du mouvement qui va vers l'adversaire, mais ça peut aller aussi dans la vie, dans d'autres lieux, pour trouver sa place. Mais c'est aussi quelque chose qui nous fait appréhender le temps autrement. Est-ce que ça nous fait appréhender, du coup, quand on parle de temps, c'est bien sûr aussi appréhender la mort. Est-ce que ça nous fait l'appréhender différemment? Est-ce que ça nous fait aussi décider... Alors, je voudrais qu'on parle quand même du suicide, qui est quand même quelque chose d'important dans l'apprentissage de l'aïkido, du seppuku. Je citais Mishima, mais vous en parlez. Mishima qui, en 70, se suicide par seppuku, et qui réfléchit à ça aussi, qui se pose la question de savoir si c'est une liberté totale, la liberté de choisir sa propre mort et la façon dont on va mourir, ou alors est-ce que c'est au contraire une soumission qu'est le suicide? Alors, deux questions. Le seppuku, donc c'est jusqu'au bout de l'apprentissage de l'aïkido, et l'apprentissage du temps, est-ce que c'est un apprentissage de l'appréhension de sa propre mort? Premièrement, sur la question du seppuku, il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de seppuku, de mise à mort rituelle au Japon, et qu'elles ont été vécues très différemment suivant les époques, mais que par exemple à l'époque des samouraïs, c'était un honneur de se mettre à mort pour son chef de clan, ou par honneur si on avait perdu ou gagné une bataille, c'était quelque chose qui avait à voir avec vraiment avec le statut social. Dans le cas de Mishima, qui est beaucoup plus récent et qui est le dernier cas à ma connaissance, je pense que c'est très différent. Je crois qu'il y a une continuité entre cet acte de mort décidé qu'il pose et puis sa vie qui a consisté à combattre et à revendiquer un certain nombre de choses. Dans tous les cas, le seppuku se passe effectivement par une éventration, et autrui est présent parce qu'on a besoin d'un pratiquant sabré derrière pour opérer la décapitation immédiate qui suit l'éventration. Concernant le rapport au temps, est-ce qu'il est variable ou pas? Il y a le temps de la répétition et des entraînements qui peut franchement aussi être ennuyeux parce qu'on répète les mêmes mouvements, on répète avant la ceinture noire, on répète 1000 fois sur le sac de boxe le même crochet du droit, le même. Donc il y a un temps de répétition dont on ne parle pas assez dans les arts martiaux. L'art martiaux, c'est pas simplement le moment d'adrénaline où on monte sur le ring ou le moment de courage ou de lâcheté. C'est aussi tous les moments de répétition qui élargissent un petit peu la notion de temps vers la notion de durée.
Et puis, il y a le temps qu'il y a à l'espace, parce que dès que le rapport au temps change, eh bien le rapport à l'espace change également. Et on apprend, notamment en aïkido, quand on arrive à un niveau correct, à occuper l'espace. Et qu'est-ce que occuper l'espace ? C'est savoir l'habiter, mettre de la puissance qui dépasse un petit peu son propre corps. Et ce que tu soulignais tout à l'heure, les gens qui pratiquent un art martial en général se font moins agresser. C'est vrai, je pense qu'il y a quelque chose d'être dans l'espace qui se perçoit et qui est au-delà de la chair pure et simple. Vous écrivez offrir aux partenaires la possibilité de réattaquer un nombre indéfini de fois, c'est se jouer du temps. Un philosophe dirait, écrivez-vous ensuite, peut-être, et repousser ainsi encore un peu la mort. Toute dernière question très rapide, Coralie, parce que c'est très conceptuel, ce livre-là, l'art du combat. On sent bien que la philosophe a travaillé ses concepts. Or, ça n'est pas que ça. Or, chaque début de chapitre est aussi une observation du monde autour, ce que ne ferait pas quelqu'un qui fait de l'aïkido de façon classique au Japon. Il ne regarderait pas par la fenêtre, il ne regarderait pas les cerisiers en fleurs. Donc vous êtes déjà dans une autre posture, et ce n'est pas que la philosophe qui écrit ça. Donc une dernière question, qu'est-ce que c'est réellement l'aïkido pour vous, Coralie, non pas la philosophe, mais la femme, puisque vous le dites dès le départ, vraiment dès le départ, je voulais le faire pour ne plus être une femme petite, etc., etc. En 2 mots. Alors en 2 mots, très rapidement, les 2 anecdotes sont les suivantes. C'est celle que j'ai vécue au Japon et que je raconte en début de chaque ouvrage, de chacun de mes petits chapitres, une anecdote sur le Japon. Un jour où je roulais à Tokyo jusqu'au cours de boxe, j'ai remarqué que personne ne regardait le ciel. Personne n'arrêtait d'agir et prenait un moment pour observer. Et la deuxième anecdote, j'étais dans l'école de sabre où je suivais j'ai suivi les cours du seppuku, où on sortait le katana. C'était des cours très très longs qui duraient 4 heures, 5 heures, 6 heures. Et chacun était très concentré sur ses mouvements, sur la tenue, le sabre, la saya, c'est-à-dire le fourreau, le obi, le kimono. Et au bout d'un moment, moi, je regardais simplement à travers la baie vitrée les cerisiers en fleurs. Ça se passait au mois de mai, mars. Et c'était des pétales blanches et roses absolument magnifiques. Et je me demandais si les samouraïs qui allaient à la bataille pouvaient avoir ce type d'observation très, très rapide et qui échappait au réel et au combat. Et pour ce qui est de l'aïkido et d'être femme, moi personnellement j'écris, je ne suis pas écrivaine, je fais de l'aïkido, je ne suis pas aïkidokate, je fais de la boxe, je ne suis pas boxeuse. Je ne me définis pas parce que je suis, mais parce que je fais. Parce que vous écrivez aussi. Également. Merci beaucoup à tous les deux. Coralie Camilly, l'art du combat chez PUF Éditions, et Hugo Boris, le courage des autres aux éditions Grasset. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À tous les deux. Bonjour. Ça va ? Super. Je m'appelle Sarah Chevaux, je suis autrice illustratrice jeunesse. J'ai été invitée au Salon du Livre parce que c'est le thème du sport et que j'ai fait un livre qui s'appelle La Mare et la Doigt, qui est un livre à jouer d'action comme ça sur le livre. J'ai fait 3 autres livres, donc un avec une maison d'édition italienne qui s'appelle This Book Suits You, qui est un livre à porter, qu'on enfile, comme un déguisement. Et puis j'ai fait un livre pop-up avec les éditions des grandes personnes qui s'appelle Popcorn, et un livre chez Albin Michel qui s'appelle Sissi. This book, vous savez ce que ça veut dire ? Non, book, c'est dire livre.
Ouais, c'est ça. Et c'est ce livre, Suits You, ça veut dire te va bien. J'ai attrapé les ciseaux, j'ai découpé. Et j'ai sauté à l'intérieur. Et j'ai pu faire la fête. Et voilà le premier livre qui... Est-ce que ce livre me va bien? Je vous le mets... Et alors je peux le mettre dans tous les sens. Oui. Ça va? Oui. Merci. Tous les ateliers, je fonctionne un petit peu de la même manière. Je fais une lecture de mes livres assez ludique et participative. En dernier, je montre La Marelle à doigts. Je montre aussi mes originaux, mes étapes de travail. J'essaye de laisser ouvertes les questions et de bien montrer, assez simplement, la manière dont j'ai travaillé. Nous allons voir ça. Ah voilà. Si, citron, que va-t-il se passer? Mais non. Sycomore? Le sycomore est un arbre qui existe vraiment. Sycomore. Vous voyez les minuscules si. Et leurs si, qui sont au pied de l'arbre? On coupe les arbres. Ils sont minuscules. Mère, la mère? Si, merci. Si. Et voilà, si. Vous avez compris? Oui. En fait, on entend que si à chaque fois quand tu dis si. Et à un moment dans l'histoire, il y avait une catastrophe. Et en fait, elles étaient toutes un peu cassées. Elles sont toutes découpées, mais vu comment elles sont découpées, à mon avis, c'était des scies de papier. Parce que tu as vu, elles sont découpées comme si on les avait donné des coups de ciseaux. À bien regarder le ciel, on y voit la Voie lactée. Mais le dessin le plus connu d'entre tous est une casserole. La casserole qui est dans le livre, l'année, elle est devant chez moi. Oui, exactement, c'est celle-ci. Et ce que je raconte dans ce livre, il y a quelques bêtises comme mettre un grain de maïs, on imagine de mettre un grain de maïs dans la grande ours pour faire du pop-corn dans le ciel. Mais par contre, les autres choses, c'est vrai, ça, ce sont les vraies constellations. Alors la marelle à doigts, c'est simple, c'est une marelle qu'on joue avec les doigts sur le livre. Alors moi, je l'ai décalée, au début, c'est une marelle toute simple, et puis ensuite, j'ai gardé le module 1, 2, 3. Pour moi, c'est comme le début d'une petite comptine. On dit 1, 2, 3, saute, 1, 2, 3, sautille. Et à chaque fois, donc il y a 1, 2, 3, puis un verbe d'action, puis une forme graphique qui indique un mouvement et qu'on suit avec le doigt. Et donc ça fait aussi après un début d'apprentissage de l'écriture plus, parce qu'on fait beaucoup ça dans les maternelles, de suivre des grosses formes comme ça avec les doigts pour appréhender l'écriture en fait, et le graphisme. Fermer, ouvrir, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Secouez les doigts. C'est bon. Vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3, sautez. Hop, 1, 2, 3. Et là, on dérape. On plonge et on nage. Vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3. On dérape. On va se mettre en mode plongeon. 1, 2, 3, on plonge et on nage. Faut aller à l'autre bord de la piscine. Vous êtes prêts? Arrivez. Vous aussi? Oui. Nickel. Aujourd'hui, c'était vraiment super chouette. C'était donc un groupe entre 6 et 8 ans. Avec la marelle, je fais vraiment des ateliers avec tous les âges. J'aime aussi beaucoup les maternelles. Et à chaque fois, j'ai les mêmes matériaux que j'avais aujourd'hui, mais que j'adapte en fait en fonction. Avec cet âge particulier, vers 6-7 ans, c'est super chouette parce qu'ils sont très finement dans le jeu, ils créent des choses plus rigolotes. Enfin, plus rigolotes, non, les tout petits, c'est vraiment très très drôle. Mais là, c'est plus fin et ils se l'approprient beaucoup plus. Vous avez aimé les livres? Oui. Très beaucoup même. Surtout le popcorn. Surtout popcorn, toi? Ouais. Oh. Aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer de faire, c'est d'inventer des nouvelles marelles à doigts pour les jouer vous ou les jouer avec vos frères et sœurs ou avec vos copains. Ok? Ça veut dire qu'on va inventer un livre? Bon, on va faire un livre à la fin, un petit livre un peu spécial. Ah ouais. Je vais vous montrer.
faire un verbe en plus, on peut dire 1, 2, 3, saute et chante, ou d'autres idées. Il y a ondule, zigzag, slalom, danse, chante, saute, sautille, bondit. Encore souvent, on entend des enfants dire ah mais moi aussi en fait je peux faire un livre. Ce matin ils ont dit aussi ah mais nous aussi on pourrait faire un magazine. Enfin voilà, pour eux du coup ça donne quelque chose de très réel et de très concret à cet âge-là. Sur la route j'ai déposé du coup les originaux de mon prochain livre, qui est aussi un livre de sport, qui est un parcours santé pour les mains. C'est un petit peu la suite mais là ça se joue avec 2 mains et finalement graphiquement c'est un petit peu différent. J'ai hâte en fait de le partager avec les enfants aussi. Il est tout frais là. Et donc ça sort en août, voilà. À noter que les ouvrages d'Hugo Boris et Coralie Camilli et Sarah Chevaux sont disponibles dans votre médiathèque Les Silos, mais aussi au sein de vos librairies indépendantes, les libraires à la une, Apostrophe et le Pythagore pour les Chaumontais bien sûr. Merci à vous de nous avoir suivis et puis à bientôt pour la 2e émission de cette 18e édition du Salon du Livre de Chaumont.